Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue dans Instant Court en direct sur Spectre pour cette dernière émission. Nous sommes toujours au Petit Vélo sur le 44e Festival international du court-métrage de Clermont-Ferrand. Autant vous dire que cette semaine des films, on en a bouffé, du cinéma, on en a vu et on va encore en parler ce soir avec pas mal d'invités en plateau. Des rubriques, des chroniques, des surprises, des micro-trottoirs totalement irrévérencieux et absolument indignes d'être diffusés à la télévision, mais qui le seront quand même ce soir. Et puisque nous ne serons pas regardés par le CSA, nous ne serons pas non plus regardés par un certain nombre de personnalités politiques qui en prendront pour leur grade à la fin, vous le savez. Mais avant de commencer, et pour le faire dans l'ordre inverse de ce que j'avais prévu, je vais remercier un certain nombre de personnes que je reciterai aussi à la fin. Mais d'abord, un grand merci à nos partenaires et notamment à la Cinéfabrique. Je remercie Eladj et Elisa de nous avoir permis d'emmener un certain nombre d'élèves de la COP qui se reconnaîtront et que nous mentionnerons tout à l'heure et qui sont actuellement en train de s'applaudir silencieusement de façon tout à fait légitime. L'émission commence maintenant. Notre première invitée est déjà sur notre plateau. Je vais la retrouver tout de suite. C'est notre séquence libre cours, pas du tout. C'est notre séquence à cours ouvert. Oui, puisque Instant Court, c'est pas mal de séquences interviews, c'est pas mal de gens talentueux qui viennent nous parler de leur film. Et c'est votre cas, Loubna Pleyous, puisque vous venez nous parler du film Le Cormoran. Et c'est un grand plaisir de vous avoir sur le plateau d'Instant Court. Bienvenue. Merci de m'accueillir. Pour parler de votre film, avec moi, Maxime, qui va vous poser un certain nombre de questions. Peut-être, Maxime, un petit mot déjà sur le récit, de quoi ça parle ce film? Totalement, oui. Le récit que nous narre Le Cormoran, c'est une histoire entre Paul et sa maman qui décident d'habiter sur une île perdue, loin de toute civilisation et de toute trace, loin de l'humanité. Et en fait, on suit du coup l'évolution de cette relation. Enfin, je suis un peu flou sur le pitch parce qu'en fait, l'histoire et la relation est extrêmement complexe. Donc, c'est un peu en fait, c'est principalement un film où il ne se passe pas grand-chose. Et j'aimerais bien attaquer par ça. C'est un film qui laisse beaucoup de place au silence. Il n'y a pas de musique. Et en fait, la seule complexité de la relation qui nous a montré suffit à nous tenir en haleine pendant 21 minutes. Donc déjà, félicitations. Merci. Je trouve que le travail d'écriture est complètement fou sur ce film. Il y a, comme dit, il y a pas mal de silence, mais il y a beaucoup de dialogues et beaucoup de phrases qui m'ont beaucoup... Wow, je suis ému par l'émotion. qui m'ont vraiment beaucoup touché. Surtout la mère qui a pour le coup des réflexions autour du rôle de la mère dans la famille et même, je dirais même autour de la femme finalement, de la jeune femme qui se voit de devoir assumer un enfant assez jeune. Et, je peux peut-être divulgacher une phrase qui on ne se complaît pas tout le temps dans la famille et que je trouve sanglant de vérité en fait. Et waouh. J'adore cette phrase, en fait, je la trouve magnifique. Et déjà, je vais peut-être attaquer par une question que je voulais réserver par la fin parce que je la trouvais un peu personnelle. Mais je pense qu'avec tout ce laïus d'introduction, je peux me le permettre. C'est comment est-ce qu'il y a quelque chose qui se rapproche de l'intime dans l'écriture de cette relation-là, qui pour le coup est assez complexe. En fait, on y voit une espèce de complicité qui est tout le temps soit au point mort, soit elle est naissante, soit elle est mourante. Il y a tout un truc où la jeune femme se doit d'assumer son rôle de mère parce qu'elle aime sincèrement son fils, mais il y a plein de moments où elle est évasive et tout simplement elle rêve d'avoir ces moments à elle. Je pense à la séquence, je divulgage beaucoup parce que j'ai adoré le film. La séquence du miroir où elle essaie je pense qu'elle recherche une espèce de tendresse, d'admiration pour son corps et elle se redécouvre. Et je trouve, c'est magnifiquement poétique en fait. Et je me suis demandé, on peut pas écrire de tels persos sans forcément y avoir une touche de soi, une touche d'intime ou du moins une personne que l'on connaît. Et après cette très très longue introduction. C'est une question Yann Moix. Comment? C'est une question Yann Moix. Bisous à lui, je ne sais pas qui c'est. Oui. Et j'aimerais du coup savoir, comment on écrit finalement un tel film en fait. Eh ben, on écrit déjà en parlant de soi évidemment, et puis en se projetant en tant que mère, en tant qu'enfant aussi, puisque en fait de toujours me demander dans quelle position j'étais, est-ce que je me situais plutôt parce que du coup oui, je suis la maman, je joue la maman dans le film et la maman dans un des deux temps, et finalement de me questionner sur mon rôle de mère, qu'est-ce que je laisse à mon fils, comment tout ça il va le digérer, et comment ça restera dans le temps et comment ça se transformera entre nous aussi dans ce temps-là, puisque alors il y avait un acte très égoïste parce qu'en fait le petit garçon c'est mon fils. Et j'avais aussi envie d'immortaliser cette période de notre vie qui est assez unique et qui, je sais, est trop rapide et qui va un jour
un jour passer à autre chose et j'avais envie juste je me demandais en fait quelles sont les choses qui me reprocheraient un jour peut-être. Donc j'ai essayé de fantasmer, même si c'est pas vraiment comme ça que je sais pas si c'est comme ça que je voudrais que ça se passe ou pas, mais d'essayer de comprendre, et peut-être aussi en tant que fille de voir aussi qu'est-ce que moi m'avait marqué, quels sont les traumas peut-être que j'avais eu de ma propre histoire, et pas forcément dans des traumas je pense qu'il y a des traumas qui sont d'autant plus marquants et terribles, mais je crois qu'on est tous faits de ces petits traumatismes, parfois de choses qu'on n'a pas comprises, de choses qu'on nous a pas totalement dites, ou donc on les a soit interprétées, soit évitées, soit voilà, et c'est toutes ces choses-là que j'avais envie un peu de raconter. Ça, je trouve que vous le stylisez très bien avec l'évolution du coup de Paul, le garçon. En fait, pendant un moment, je me suis dit, limite, durant mon premier visage, je me suis peut-être dit, il y a 4 personnages, c'est-à-dire qu'il y a l'enfant, le gamin, il y a la jeune mère, et après, du coup, on retrouve presque, je dirais, une trentaine d'années plus tard, une quarantaine d'années plus tard, on retrouve du coup cette mère et son enfant et en fait, les relations étaient tellement différentes. Je me suis dit, finalement, il y a 4 personnages, peut-être que le film va nous raconter un événement qui s'est passé, qui nous montre la transition de relation. En fait, pas du tout. Et je trouve que vous le stylisez super bien, ne serait-ce que par, je divulgage un peu trop les éléments du film, mais c'est cette scène où elle voit dans son verre et elle voit le reflet de l'enfant et du fils, de son fils actuel qui a 40 ans. Et on se dit, non, en fait, c'est le résultat, en fait, de toutes ces stigmates d'enfant, de toutes les incompréhensions qu'il a pu avoir. Pareil, la scène du drap où on voit la mère qui étend un linge blanc et elle est en ombre derrière, et lui, il regarde un peu toujours admiratif comme un enfant. Je trouve d'ailleurs que le personnage de Paul est un grand enfant encore, ne serait-ce que par la coupe de cheveux. Je sais pas si c'est un truc qui est voulu, mais c'est une espèce de petite flamme qui ressortent un peu. On en avait parlé. Robinson me parlait souvent de ces petites flammes, justement. Oui, vraiment, ça fait hyper enfantin. Ouais. Et j'ai adoré ça, et même le fait qu'ils boivent l'eau à la bouteille. Ouais. Voilà, c'est ce genre de. C'est vrai que je suis vraiment admiratif, en fait, de votre écriture, parce que. Pourquoi pas, hein. Totalement. Pardon, je me suis perdu. Non, mais mais c'est un film aussi sur le regard qu'on a vers l'autre, et en fait, tout, à la fois ce qui ne se dit pas, bien sûr, et ce qu'on aimerait dire, ce qu'on aimerait faire dire, et que ce soit, c'est de la perception, c'est vraiment des choses de perception. Les draps, c'est lui qui regarde sa mère, c'est cette bienveillance, et oui, c'est vrai que Robinson les rôles se sont assez inversés, en fait, parce que quand j'ai écrit, il y avait quelque chose où finalement Robinson, le personnage de Paul l'adulte, était peut-être parfois plus dur dans l'écriture, avec sa mère, comme si quelque chose avait évolué, et peut-être et en fait le petit Paul était plus dans cette fusion avec sa mère qui est clairement là. Et en même temps, pendant le tournage, quelque chose s'est passé, une espèce de relation aussi qui s'est créée entre les personnages et entre les acteurs. Et je trouvais bien, en fait, de laisser cette chose-là exister, puisqu'elle trouvait sa place naturellement. C'était que tout d'un coup, Paul, plus adulte, retrouvait une forme d'enfance, et plus petit, il a cette dureté un peu de regarder sa mère avec on n'aime pas voir sa mère pleurer, et on n'aime pas. Et on comprend pas, surtout. J'ai l'impression que Paul micro bien menton, sinon. Pardon, oui. Oui, on profite là, mais les téléspectateurs sont intéressés par tes questions aussi, Maxime. C'est vrai, excusez-moi, je suis égoïste. Et non, mais c'est vrai qu'il y a, oui, c'est très vrai ce que tu dis, parce que je pense qu'il comprend pas ce qui lui arrive. Mais il le comprend à sa façon. Oui, c'est ça, en fait, il l'interprète. Et quand il lui dit, elle lui dit, tu crois tout connaître de moi, mais il dit, mais je te connais mieux que toi-même. Et c'est toujours, on pense toujours très bien connaître nos parents, et on les connaît d'une manière. Et d'ailleurs, c'était quelque chose que j'avais lu et qui m'avait aussi donné envie de raconter cette histoire. C'est quelqu'un qui disait, la relation parent-enfant est par essence injuste. Et en fait, on passe notre temps à vouloir posséder notre parent, et en fait tout voir sous l'angle de l'enfant, et de vouloir toujours que tout tourne autour de nous en tant qu'enfant, et voilà. Et puis quand on devient adulte, on a plutôt envie d'éviter nos parents, on a plutôt tendance à vouloir pas aller au dîner de Noël, et en fait ce petit moment de rencontre qui peut arriver, et qui arrive ou pas, et c'est ce moment où en fait on se regarde en tant que personne et plus seulement en tant que parent, et cette chose et bizarrement, je trouve que par exemple la période du Covid nous a parfois amené à être avec nos parents d'une manière très enfantine, parce qu'on se retrouvait parfois à vivre avec notre famille, et
dans les discussions même que j'ai eues, les gens parfois retournaient cette espèce de, et je pense que c'est pas que pendant le Covid, même par exemple dans des moments de réunion familiale, on se retrouve à régresser et à retrouver un peu des automatismes d'enfants quand on se retrouve avec nos parents, alors qu'on a l'impression d'avoir réussi à parcourir un chemin quand on mène notre vie, et en fait on se rend compte que... Mais cette façon de filmer l'intime aussi est intéressante, parce que il y a un soin à apporter dans la façon de capter les regards, de filmer les visages, de filmer les corps, avec une façon assez pudique finalement, assez douce. C'était voulu aussi? Déjà, j'ai eu la chance de travailler avec une chef opératrice qui est incroyable, qui s'appelle Marine Atlan, qui a une équipe incroyable, parce que vraiment, elle a amené... on était 90% de femmes sur le tournage, et je crois ça joue quelque chose. Je pense pas du tout qu'il y a que les femmes qui puissent regarder. On se regarde différemment tous, mais c'est vrai que je pense déjà à cette douceur et cette bienveillance, mais en même temps cette compréhension aussi, et ça m'a touchée quand vous avez dit que finalement elle se regarde dans le miroir pour trouver cette bienveillance et ce regard sur elle-même. Parce que je pensais que vraiment ça serait un truc compris que par certaines personnes, ou peut-être que par des mères, ou peut-être que, et de voir qu'en fait, et oui, c'est ça, c'est devenir mère, et Marine a su prendre ça. Et en plus, le fait que moi je jouais avec mon propre fils, qui était un choix, parce que c'était finalement qui mieux que nous deux pouvait être aussi vrai que dans la vie, et j'avais confiance en elle, et donc elle a su aller prendre ces choses avec beaucoup de délicatesse et de pudeur, et on l'a joué différemment quand on passe à l'autre temps, où finalement la distance, il y a une caméra qui est plus éloignée, on a un cadrage qui est plus large, le temps passe. En fait, ça signifie aussi que, enfin, signifier, j'aime pas ça, mais voilà, ça raconte aussi que finalement le temps met de la distance un peu parfois, mais que quelque chose reste, et qu'il y a cette douceur qui est quand même nourrie par tout ce qu'on voit à côté de cette relation de nous plus jeunes, quoi. J'ai beaucoup aimé la façon aussi, le soin apporté, là encore, à filmer les paysages, la mer, à laisser du temps, à avoir des plans qui prennent le temps de montrer les choses. En fait, c'est un court-métrage, mais il paraît presque long, parce qu'on prend le temps. Et en plus, nous, on a l'habitude, et encore plus sur le plateau d'Instant Court, dans la préparation des émissions, aller très vite. Là, on se pose, on attend. C'était voulu, cette façon aussi d'apaiser le spectateur, de poser les choses, de laisser les plans s'installer, les paysages. Ouais, et encore, j'ai fait un énorme travail de... Non, mais c'est dur quand on fait un cours de pas trop s'étaler non plus, et même si on fait un cours. Oui, c'est totalement un langage qui, pour moi, est important. C'est même au niveau de la musique, où c'est ne pas remplir en fait les vides qui sont tellement importants, et ce monde qui nous oblige à aller tellement vite et à être tout le temps occupé, à avoir toujours... Et en fait, là, il y avait cette envie de juste être dans cet endroit hors du temps, qui est une petite île en Bretagne, où il y a un paysage qui est... Moi, j'ai passé beaucoup de temps enfant là-bas. C'est un endroit qui appelle le surnaturel, le fantastique, et il y a, sans avoir besoin de rajouter des choses, c'est vraiment un lieu qui est à part. Et donc, tout ça permettait aussi d'installer ce temps. Et une fois que c'est là, c'est difficile de dire on coupe là, on fait des raccourcis, et juste voilà, d'accepter que en fait les choses ont leur durée, et que c'est trop précieux c'est comme un souvenir, quand on a envie juste de s'y accrocher, et de laisser les autres. Voilà, j'ai pas prétention à dire que je veux faire des films universels, mais bien sûr on a envie de parler de soi pour peut-être toucher un maximum de personnes, et je sais que finalement quelque part là-dedans les gens ont la place pour pouvoir aller aussi se raconter leur propre histoire, quoi. Tiens, vous voulez voir un aperçu de ce que ça donne? Eh bien, regardons la bande-annonce de ce court-métrage. Regarde comme je tire bien. Regarde. Maman, regarde. Maman. Voilà, on retrouve un peu tout ce qu'on vient de dire dans cette bande-annonce.
Oui, du coup, j'ai une dernière question à vous poser. Là, du coup, elle est plus de l'ordre de la production, de la fabrication du film. En fait, lors du générique, je crois le tout premier carton, il y a un nom qui m'a frappé, le studio MK2. Et qui est un studio, enfin une boîte de production mythique en France. Je me suis demandé si, en collaborant avec ce genre de tête d'affiche, on a une certaine pression. Ou du moins une pression, je veux dire, pas du tout une pression hiérarchique ou que ce soit, juste est-ce qu'on se rend compte de l'ampleur de la boîte de production, de son histoire, et est-ce qu'on peut être flatté d'être contacté par eux? Enfin, c'est plein de questions que je me suis posées parce que c'est une boîte que je vois absolument sur plein de DVD, sur plein de productions. Je me suis dit, waouh, ça claque. Alors, j'ai une relation un peu particulière avec MK2 puisqu'en fait, on va dire, je fais partie de la famille. Je suis la femme d'un des dirigeants d'MK2. Donc c'est un peu, j'ai un privilège que je sais qui est une vraie chance et quelque chose aussi qui est ce travail d'être en famille comme ça et de pouvoir construire les choses tous ensemble et de même faire un film avec mon propre fils c'est vraiment un honneur, et même si ça reste quelque chose une façon de travailler en famille, surtout ce que je vois, c'est que on s'est retrouvés à travailler à MK2 évidemment à cette histoire avec le cinéma, mais surtout on a aussi eu envie, et moi j'avais énormément envie de travailler avec d'autres producteurs, et c'est pour ça que c'est une coproduction avec Apache Film et Juliette Schramek et donc Nathanaël Karmitz. Mais Apache Film, ils viennent d'avoir un prix d'ailleurs de la ProCirep, c'est eux qui viennent de gagner le prix ProCirep. C'était vraiment aussi une manière de travailler avec des gens qui ont aussi cette expérience du court-métrage, et qui, moi, dans ces moments-là, je me considère vraiment juste comme une jeune réalisatrice à ses tout débuts. Donc, c'était important aussi, justement, d'équilibrer un peu cette balance du poids d'une grande entreprise comme MK2 qui a une histoire incroyable avec le cinéma. Mais c'est vrai que, du coup, ça devient un lieu de partage et d'échange et vraiment une chance. Merci Lumna d'être venue sur le plateau d'Instant Court. On le rappelle, la réalisatrice du film Le Cormoran, que vous pouvez retrouver en compétition au Festival international du court-métrage de Clermont-Ferrand. Donc si ce n'est pas fait, allez voir ce film, il est très beau. Merci beaucoup. Et merci à Maxime d'avoir mené cette interview avec moi. Chasse à court maintenant avec Camille, qui aujourd'hui a choisi un court-métrage espagnol pour sa séquence à elle. Camille, tu es venue nous parler de ce court-métrage qui s'appelle Como yo te amo, donc comme je t'aime en espagnol. Un petit mot sur le synopsis peut-être ? Bien sûr, ça va être rapide parce que le synopsis de ce court-métrage, c'est l'histoire d'un cambrioleur qui va avoir un coup de foudre sur une jeune policière, et c'est très dans la comédie. Et en fait, pendant des années, il va faire toujours des actions qu'il faut pas faire pour pouvoir être convoqué par cette policière. Et elle va changer de métier dans la police pour aller la rejoindre. Ça qui va attendre des années. Et après, il y aura une chute à la fin. Et voilà, quoi. Sans révéler la chute, évidemment. Évidemment. On va regarder la bande-annonce de ce court-métrage espagnol. Como yo te amo. El día más importante de la vida es el día en que te enamoras por primera vez. Convéncete. Convéncete. Vamos a ver más. Estoy segura de que sí. Nadie te amará. Como yo te amo. ¿Patricia Lozano ya no trabaja aquí? ¡Hostia! Toma, te lo digo yo. Ahora se encarga de delitos de sangre. Delincuentes de verdad, de los que no se cortan pelo. ¿Te lo dije o no te lo dije? Un atraco más y se acabó. Tú eres Daniel Cancedo, me cago en mi puta madre. Vete, el agua, date. Nadie te amará. Nadie, porque yo te amo con la fuerza de los mares. Yo te amo con el ímpetu del viento. Yo te amo en la distancia y en el tiempo. Como yo te amo.
un court-métrage incroyable. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu, parce qu'on l'a compris, hein, il y a un petit côté comédie quand même dont le film ne se cache absolument pas. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce travail de scénario sur une telle comédie? Alors, je trouve qu'en fait, le scénario qu'il a fait est très simple, je trouve, mais à la fois, il l'a bien montré. Et en fait, il y a beaucoup d'exagération. C'est ça qui m'a plu. En fait, je pense même que c'est un de mes courts-métrages préférés de Clermont-Ferrand par rapport à la comédie. D'ailleurs, je ne savais pas qu'il a déjà été passé à Clermont-Ferrand vers 2015 ou 2017. Et quand je l'ai vu, en fait, il y a beaucoup... les acteurs jouent très, très bien. Et en fait, tout simplement, tout le long, il y aura toujours de l'exagération à n'importe quel moment. Et ça, c'est juste incroyable. Je peux pas dire plus parce que c'est là, je vous conseille de le voir. Voilà. Si vous avez envie de rire, si vous aimez l'Espagne, si vous avez envie de voir de l'amour, c'est pour vous. Voilà, tout simplement. Et ça nous rapprochera de l'été, puisque vous êtes nombreux à partir en vacances en Espagne l'été. Donc regardez ce court-métrage. Merci Camille d'être venue nous en parler sur le plateau d'Instant Court. C'est notre séquence prix de cours, c'est la dernière de la semaine. Chaque jour, nous exagérons des blagues, nous produisons des running gags irrévérencieux et nous embêtons des bénévoles à qui nous faisons dire n'importe quoi. Aujourd'hui, nous sommes allés encore plus loin dans une séquence totalement indigne d'être diffusée et qui a été préparée grâce à la complicité de Camille. Enquête ce matin sur la sécurité à Clermont-Ferrand, une problématique qui est de plus en plus prise en considération. C'est le reportage Capital aujourd'hui. Vous allez découvrir la face cachée, la face sombre de Clermont-Ferrand. Bonjour. Bonjour. Alors tous les jours vous combattez le mal à la racine, l'islamisation, le trafic de drogue, le trafic d'êtres humains, la violence. Vraiment à Clermont-Ferrand, c'est devenu le centre de la violence internationale. Comment on accomplit cette tâche pour le bien de l'humanité? Moi je fais pas tout ça. Bonjour, exceptionnellement ce matin, il faut passer à la télé pour pouvoir rentrer, en fait. Donc voilà, ça va? Tout va bien. Bon, tant mieux. Bonjour madame. Ouais. Voilà, alors la manifestation des Gilets jaunes qui continue. Bonjour madame. Alors la manifestation des Gilets jaunes continue, mais vous avez décidé de passer à l'écharpe jaune. Moi je suis écharpe jaune, c'est ça. Le mouvement qui commence aujourd'hui à Clermont-Ferrand. De l'autre côté de la terre. Et voilà, et nous sommes donc avec Bernard du Festival international du court-métrage. Bonjour Bernard. Pardon? Voilà, ça y est, ça doit être ça. Bonjour, nous sommes avec Bernadette du Festival du court-métrage. Bonjour. Oui, bonjour. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu comment se passe pour l'instant ce festival en termes d'organisation? Même ça a l'air super. Et c'est vrai qu'au début, il y avait des trucs qui étaient difficilement regardables. Tout ce qui est série interdite aux moins de 18 ans, c'est pas évident. Voilà, et maintenant... on regarde tout. En tout cas, merci beaucoup d'avoir commenté ces productions Marc Dorcel que vous pouvez retrouver sur le site avec un abonnement, évidemment. Et aujourd'hui, nous faisons un sujet sur les jumelles. Sur les jumelles? Parce que je vois que vous avez votre jumelle en face de vous. Alors, c'est pas trop difficile de ne pas vous confondre? Non. Je fais quoi au milieu là? Oui, justement, on se demande bien, qu'est-ce que vous en pensez? Je suis venu avec une, je vais peut-être repartir avec l'autre. Et voilà, l'échangisme à Clermont-Ferrand. Bonjour. Bonjour. Alors, vous étiez à la séance là, interdite aux moins de 18 ans, comment c'était? La séance interdite aux moins de 18 ans. Ah oui, là, il y avait quand même des films suggestifs. On n'était pas à celle-là. Ah merde, pardon. Ici. Oh, pardon, je suis désolé. C'est la séance Jackie et Michel qui sont diffusées sur le festival. D'accord, moi j'étais pas au courant. Alors, est-ce que vous connaissez l'histoire du mec à 5 bits? Non. Son slip lui va comme un gant. Voilà, nous sommes sur le festival du court-métrage avec des étudiants en médecine. Bonjour. Bonjour. Vous êtes venus ici pour vous opposer aux mesures annoncées par Emmanuel Macron qui veut faire payer les frais de scolarité aux étudiants. D'accord, parce que vous pensez que nous sommes des étudiants en médecine. C'est bien ce que vous nous aviez dit, non? Ah bon, non, pas du tout. C'est la première fois qu'on se voit. Un peu, hein, c'est un peu... Oui, mais bon, les étudiants en médecine, c'est très long, les études. Hello, do you speak English? A little. A little bit. Do you know Jackie et Michel? Non. Can you say merci? Merci. Jackie et Michel. Merci, Jackie et Michel. Merci beaucoup. Nous sommes avec Philippe Etchebest pour cette chronique culinaire.
Ça colle, hein. Petit con. Sirène du port d'Alexandrie. Nickel, c'était ça. Putain, on est une championne. Monsieur, bonjour. Monsieur, avant de venir, êtes-vous passé chez le coiffeur? Moi non, je pense que ça se voit. La coupe réglementaire, c'est quoi? La coupe réglementaire, c'est qu'il faut au moins faire un effort. Hein. Affirmatif. Alors toi, tu peux rentrer. Toi, tu peux rentrer. Et les deux caniches, vous restez dehors. Ça commence quand? En 10 minutes. C'est bon, on a 10 minutes pour faire les cons. Bah si, on est venu exprès à l'intérieur pour vous voir. Ça va? Ça va et vous? Comment allez-vous? Bah ouais. Ça va, ouais. Ouais. Donc vous êtes sage? On est sage, on va faire une hola là. Ah oui, allez-y. Messieurs, dames, s'il vous plaît, on va vous embêter une seconde. On va faire la plus grande hola depuis le début du festival du court-métrage. Est-ce que vous êtes prêts? Attention, 3, 2, 1, la hola. Voilà, allez, on peut s'applaudir. Bravo, merci. Et on dit quoi? Merci Jacques et Michel. Oui, tout à fait. Vive Clermont-Ferrand. Plus fort. Vive Clermont-Ferrand. Et voilà, une séquence prix de cours qui fait plaisir et qui rend joyeux les festivaliers, puisque vous avez vu, pour la première fois dans une salle de Clermont-Ferrand, il y a de l'ambiance. Alors, on est de retour sur le plateau, c'est la séquence libre cours qui nous est offerte par le LIF. J'aime beaucoup voir la tête des invités totalement scandalisés par cette séquence. Bah voilà, c'est aussi ça, Instant Court. Bref, Louise, Bruno de Butternut Productions, bienvenue sur notre plateau et merci d'être là. Bonjour, merci. Merci pour l'invitation. Mais c'est avec plaisir. Alors, vous êtes venu nous parler de Butternut Productions. Donc justement, c'est quoi Butternut Productions? Alors, qu'est-ce que c'est Butternut Productions? Alors nous, on a été diplômés de la Cinéfabrique, avec qui vous êtes d'ailleurs partenaire, et on a été diplômés. Notre grand regret. Il y a 4 ans, on fait partie de la première promotion, donc c'était pas des moindres. Et en fait, en sortant, on s'est dit, bah tiens, pourquoi pas fonder une société de production à Lyon. Donc, on a ouvert Butternut Productions tous les deux, et maintenant, ça fait 3 ans qu'on réalise, qu'on produit, excusez-moi, des courts-métrages, de documentaires, fiction et des clips. Alors justement, vous êtes passé par la Cinéfabrique, donc vous êtes attaché, je suppose, à une certaine idée du cinéma et de la production. Pour vous, c'est quoi? C'est de l'amour, c'est du partage? C'est de l'amour, c'est du partage. Et je pense que... Bien là, le micro. Je suis sûr que le fait d'avoir choisi de rester à Lyon en sortant de la Cinéfabrique faisait sens aussi avec l'idée de l'école. Et c'était de longues discussions avec Louise en s'installant à Lyon. Mais parce qu'on pense que, et on y croit, le fait de s'installer en région fera changer les choses aussi. Donc, on est très content d'être à Lyon. Parce que c'est vrai que c'est une industrie qui est là aussi est très centralisée sur Paris. Et donc, et pourtant, Lyon, c'est quand même une place importante dans l'histoire du cinéma. Les Frères Lumière, tout ça. Oui, c'est vrai on est quand même qualifié comme la ville du cinéma, mais pour autant, le cinéma est encore beaucoup centralisé à Paris. Et pour autant, tout autant, il y a autant de techniciens, d'auteurs, d'écoles de cinéma à Lyon. Il y a une vraie dynamique et qui grandit de plus en plus. Donc, je pense que c'est pour ça qu'on avait envie de s'installer à Lyon et de participer à tout ça. Et évidemment, oui, le fait d'avoir fait la Cinéfabrique et on aborde les mêmes ambitions et on a un objectif commun. Alors justement, vous êtes à Clermont-Ferrand. Je crois savoir que vous avez été invité par les organisateurs du Festival du film jeune de Lyon, qu'on salue bien sûr. Qu'est-ce que vous êtes venu faire à Clermont et qu'est-ce que vous faites sur le marché pro qui s'est achevé ce soir? Oui, alors en fait, on a été invité par le LIF. D'ailleurs, je remercie Pierre et Romain, si vous nous regardez. Ils nous regardent un peu trop. Hein. Ils font partie du fan club. Oui, j'imagine. Et du coup, on a été invité sur le Talent Corner, où en fait, on a pu pitcher un projet au nom de Butternut Productions, pour lequel j'étais en recherche de chaînes et de distributeurs. Et évidemment, on en a profité pour rester une semaine sur le marché et rencontrer de possibles nouveaux auteurs.
avec qui on pourrait travailler, chercher voilà, des accompagnateurs, faire des rencontres, parce que le festival de Clermont, c'est un peu ça aussi, c'est se mettre en connexion tous les acteurs du cinéma. C'est un peu l'idée. Et pour ajouter, en fait, on a rencontré on connaît le LIF depuis un certain temps. Et l'année dernière, il y a eu un des films produits par Butternut Productions, Amoureux de Malo Vauchel, qui était en compétition au festival. Et c'est pour cela que Pierre nous a invités aussi pour pitcher un nouveau projet. Et pour ajouter on a créé une plateforme de court-métrage en ligne avec le Théâtre des Célestins à Lyon, qui est en partenariat aussi un petit peu avec, pour beaucoup sur la partie industrie avec la Cinéfabrique. Et donc c'est un projet qui permet à des jeunes réalisateurs, réalisatrices de la région de s'emparer de thèmes, de thématiques de la programmation des Célestins et d'en faire des objets de court-métrage assez singuliers. Donc c'est une plateforme en ligne qui est disponible gratuitement sur écranrouge.com. Bon, ça fait toute la transition avec ma dernière question, parce que je voulais vous demander justement à tous les deux si vous aviez des projets dont vous étiez particulièrement fiers, soit qui ont déjà été réalisés, et c'est sans doute le cas, ou d'autres qui sont dans les cartons et avec une petite exclue peut-être pour Instant Court. Waouh. Bah déjà, Écran Rouge, donc du coup on attaque la 3e saison. Le premier de cette 3e saison sort le 16 février, et en fait après ça sort à peu près tous les 2-3 mois jusqu'en juin. Et dans les exclus, on a Revoir la mer, qui est un projet que je développe avec un réalisateur depuis 3 ans, et pour lequel on a eu la région Bretagne, et pour lequel je suis en recherche de chaînes et d'autres partenaires financiers. Et après, on continue de développer à grande échelle avec plein d'autres réalisateurs. Voilà. C'est un très beau projet, et puis ce sont de très beaux projets d'une façon plus générale. Il faut vous souhaiter du succès. Et puis, on vous remercie encore d'être venu sur le plateau d'Instant Court pour nous parler de vos activités. On le rappelle, Butternut Productions. Merci à vous deux. C'est le moment de parler à nouveau de cinéma, et je vais retrouver Anouk sur l'espace salon pour nous parler d'un nouveau court-métrage. Anouk, tu es venue nous parler d'un cours australien. Il n'y en a pas beaucoup cette année à Clermont-Ferrand, des cours australiens. Il s'appelle Mate. Est-ce que tu peux nous dire un mot sur l'histoire que raconte ce film ? Donc Mate, ça raconte des retrouvailles entre 2 personnages, John et Jack. Et ces retrouvailles se déroulent pendant un week-end dans une banlieue à Sydney. John est un trentenaire assez borderline, très agressif, violent et au fond très dépressif. Et Jack, lui, a 13 ans et il est tout le contraire de John. Il est plutôt introverti, très intimidé. Donc, ça met en scène ces retrouvailles entre 2 personnages. Alors, précisément, cette relation entre le père et le fils, le film la creuse, elle est très complexe. Comment tu l'as vécue, toi ? En fait, elle est très complexe justement parce que pendant le court-métrage, on ne sait pas tout de suite que c'est le père et le fils. Justement, au début, on voit juste ces 2 personnages et on a du mal à trouver quelle est la relation. Justement, le film s'appelle Mate, ce qui veut dire mon pote, et c'est comme ça que John appelle Jack durant tout le long du film. Donc en fait, c'est vraiment très obscur et on devine seulement vers la fin du film que c'est le père et le fils. Et en fait, du coup, ça permet de mettre en avant la complexité de cette relation. Autant du côté du père qui a du mal à s'identifier en tant que tel, et du côté du fils qui a du mal à considérer John comme son père. Et en fait, c'est vraiment ce jeu autour du flou sur l'identité de cette relation qui met en avant en fait la violence, mais aussi le refus de chacun de s'identifier à ce rôle. Et parfois, on a même l'impression que c'est l'enfant de 13 ans qui prend le rôle de père de John, parce qu'il va même lui sauver la vie, parce que son père est profondément dépressif. Donc, c'est vraiment intéressant, en fait, la manière de traiter cette relation. Allez, un cours supplémentaire qu'on vous recommande d'aller voir tant qu'il est encore temps sur le 44e Festival international du court-métrage de Clermont-Ferrand. Nous sommes toute cette semaine avec l'équipe de Spectre.
Merci Anouk de nous en avoir parlé. Visite de courtoisie maintenant, notre dernier reportage. Aujourd'hui, nous sommes du côté de l'exposition La Mirada Horizontale. C'est Tenzo et Mouad qui sont allés rencontrer notamment Oscar Fernandez Orengo, puisque c'est une exposition qui est proposée encore un petit moment, que vous pouvez retrouver à l'hôtel du département, notamment en partenariat avec la licence études franco-espagnoles de l'université Clermont-Auvergne. Bref, ils vous en parleront bien mieux que moi. On regarde le sujet. Un photographe espagnol qui met à l'honneur des réalisatrices espagnoles, et ça se passe à l'Imaginarium du photographe. Donc c'est une exposition d'Oscar Fernandez Orengo qui s'intitule La Mirada Horizontale. C'est une série qui est constituée de portraits des réalisatrices espagnoles. C'est dans le cadre du festival du court-métrage. Donc l'exposition ici, elle est visible jusqu'au 10 mars. C'est ouvert du mardi au samedi de 11h à 19h. Et puis du même photographe, il y a aussi une exposition à la Jetée, au centre de documentation. C'est jusqu'au 10 mars et voilà, c'est le même auteur, c'est pas la même série. Là, c'est plus de l'argentique là-bas, des panoramiques. Et voilà, c'est aussi visible aux mêmes horaires. Voilà, c'était le dernier reportage, le dernier sujet avec pas mal de petits clins d'œil. On remercie le monteur anonyme qui n'a pas accepté d'être mentionné dans cette rubrique. Sur notre plateau, maintenant, notre seconde rubrique et notre seconde interview de la journée. Nous sommes avec Olivier Bayou-Grandille, le réalisateur de TNT. Jingle. Et bienvenue, Olivier, sur notre plateau. Merci de m'accueillir. Avec moi, Camille, qui va pouvoir te poser un certain nombre de questions sur ton film et peut-être commencer par nous dire un mot sur le sujet. De quoi ça parle, ce film ? Alors, c'est pas facile. Oui, c'est vrai, c'est pas du tout facile. Ouais. Mais ce que j'ai compris, ça parle des jeunes ados qui veulent découvrir qu'est-ce qui se passe dans la forêt, en fait, quelque chose qui est pas normal, on va dire. Ouais. Ça parle quand même d'un riche avec un chien qui poursuit tout le temps les enfants, mais qu'en fait, on va voir plus qu'en fait, finalement, peut-être pas, et qu'il y a quelque chose finalement lié par rapport, si je me trompe pas, les personnes qui justement se font tout le temps arrêter par la police et tout, par rapport à la couleur de peau et tout, et en fait, ça va être intéressant après. Oui, notamment, c'est l'un des thèmes abordés, effectivement. Le pitch, c'est ça, en gros, c'est des jeunes enfants qui entendent parler d'une légende urbaine, comme quoi il y aurait un vieux dans la forêt qui s'attaquerait à des jeunes d'une certaine couleur de peau. Voilà. Et après, ça s'ouvre sur autre chose, ça s'ouvre sur un contexte. Eh bien, du coup, j'aurais des questions à te poser. J'ai beaucoup aimé. Je t'avoue que j'ai beaucoup stressé tout le long avec la musique. Oula, j'étais beaucoup avec les personnages. En fait, j'ai remarqué que tu t'es inspiré d'une histoire de faits réels, de faits divers. Je voulais savoir, tu as choisi d'adapter un fait divers, mais comment s'est passé le scénario, en fait, pour faire cette histoire-là ? Alors, à la base, moi, je voulais écrire un scénario sur mes années de collège en banlieue parisienne. Et notamment, dans mes années de collège, cette légende urbaine dont je parle dans le film, elle a réellement existé. Et au départ, j'étais parti sur ça. Sauf que qu'en réalité, tous les événements de 2005, les émeutes de 2005, la mort de Ziad Ebouna, c'était des choses qui avaient marqué mes années de collège. Donc, en fait, je pouvais pas parler de mes années de collège sans en parler. Du coup, je l'ai intégré au scénario et il se trouve que les thèmes abordés matchaient assez bien avec cette légende urbaine. Donc, c'est comme ça un peu que s'est construit le processus d'écriture. Alors, il y a vraiment, tu parlais de la musique, tu suggérais qu'il y avait le travail sur la musique. On retrouve pas mal de codes du film de genre. Oui. Bon, la couleur rouge, la forêt, bien sûr, classique. Et puis cette musique qui est extrêmement angoissante, vraiment oppressante. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de tout ce que tu as mis de ces codes de genre ? Alors, pour parler de la musique, nous, on s'est dit effectivement, la musique, elle va vraiment nous aider à mettre un peu la pression, même beaucoup la pression.
Effectivement, on s'est inspiré un peu pour rappeler au spectateur de manière immédiate un peu les films d'horreur, notamment d'Hitchcock, les compositions de Bernard Herrmann, au violon. Là, pour le coup, c'est du violoncelle. Et le principe derrière la musique, c'est qu'on a repris les fréquences des sirènes de police et qu'en réalité, ça joue sur ces deux notes-là à peu près pendant tout le film, et de manière inconsciente, ces fréquences-là annoncent ce qui va arriver dans les bois sans qu'on s'en rende forcément compte, parce qu'on n'a pas tous nécessairement dans l'oreille les fréquences des sirènes de police. Mais voilà, en gros, c'était ça, c'était travailler les sirènes de police pour si on veut les transformer, les renvoyer un peu aux films de genre et aux films d'horreur notamment. Et pardon, la question de la musique, c'était... Non, je disais le travail sur la musique, Ouais. et les différents codes du film de genre, mais tu as répondu. Ouais. Mais oui, le travail sur la musique, c'était ça. C'était peut-être comment tu avais travaillé et tu as répondu, et comment ça participait à créer ce climat d'angoisse qu'on retrouve dès le début d'ailleurs du film. Oui, exactement. Ouais. J'ai envie de mettre un peu la pression et de créer un contraste entre un climat d'angoisse dès le début du film et ces gamins qui se rendent presque pas compte dans quoi ils s'embarquent. Donc il y a un peu ce contraste-là dès le début du film, ouais, carrément. Camille ? On peut voir qu'il n'y a pas que la musique aussi, il y avait les plans dès le début avec les chaussures, le vélo, c'est vrai, dès le début, je commence à paniquer. Voilà. Non, en vrai, je voulais savoir aussi pourquoi tu as choisi le titre TNT. Je sais, c'est peut-être lié à l'explosion, mais pourquoi ce titre-là pour ton film, en fait? Alors, ouais, en fait, c'est pas tant lié à l'explosion, aux explosifs TNT en général. En fait, TNT, le sous-titre de TNT, c'est Terroir Nique Tout. Et en fait, mon collège, qui était aussi à côté d'un bois, il se trouvait dans un quartier qui s'appelait le Terroir, qui était un quartier sensible, et c'était le slogan du quartier. Terroir Nique Tout, genre nique tous les quartiers, quoi. Et nickel. Voilà. Donc voilà, c'est un peu un titre private joke, mais effectivement après on peut l'extrapoler, dire cette notion d'explosif aussi qui peut être. Puis on adore les explosifs nous aussi chez Spectre. Ça marche, super. Non, je pensais aussi pourquoi cette histoire faut qu'elle se passe dans la forêt. Enfin, pourquoi précisément dans la forêt et pas ailleurs, par exemple, cette histoire urbaine. Alors, déjà parce que je me suis inspiré d'une légende urbaine réelle où il y avait une forêt, etc. Mais l'espace de la forêt, en fait, c'est un peu un espace où j'ai l'impression que tout peut émerger de la forêt, quoi. C'est-à-dire que effectivement, c'est un espace un peu de transition où, notamment quand on est dans la forêt avec eux et qu'ils regardent dans le noir, j'avais envie qu'on mette le doute et qu'à ce moment-là, on se dise qu'est-ce qui va émerger du noir, qu'est-ce qui va en sortir et qu'est-ce qui... Voilà, ça peut être tout et n'importe quoi. Ça peut être la légende urbaine en question, ça peut être Popol, comme ça peut être complètement autre chose. Et j'ai l'impression que la forêt, elle permet un peu cette projection un peu fantasmagorique, voilà, qui est, à mon avis, propre à l'espace de la forêt, quoi. Il y a quand même un arrière-plan politique et social super important dans ce film. Tout à fait. Qu'est-ce que tu as envie de dire dans ce contexte? Il y a des élections extrêmement importantes, peut-être qui ont rarement été aussi importantes dans quelques mois. Qu'est-ce que tu as envie de dire, toi qui as grandi dans des cités que peu de Français finalement connaissent, mais qui pourtant sont au centre en permanence des discussions, surtout en ce moment dans ce climat où il y a une montée des idées d'extrême droite dans ce pays? Qu'est-ce que tu as envie d'en dire? Alors, déjà en termes de contenu politique du film, moi j'avais surtout envie un peu de mettre les gens dans la peau de jeunes gens qu'on met pas suffisamment en avant. En fait, il était question, s'il y avait un discours politique derrière le film, il était question que quand on est des enfants, parce que c'est des enfants dans le film à l'âge de 13 ans, on ne devrait pas être exposé aussitôt à la violence, et notamment à la violence policière. Ce qui est malheureusement le cas, on parle souvent de violence policière, mais on ne parle pas de quand intervient cette violence policière, et malheureusement, elle intervient très tôt dans la vie, et elle peut être traumatisante, et elle peut créer de l'aigreur, elle peut créer aussi de la colère. Et c'est une militante qui s'appelle Fatima Ouassa qui, dans son livre « La puissance des mères », parle de désenfantisation des enfants issus de l'immigration, c'est-à-dire qu'on les prend très tôt pour des adultes, des délinquants potentiels, donc ils sont très tôt exposés à la police et donc aussi au dérapage qui peut en découler. Et
Et effectivement, dans ce climat un peu délétère, enfin, il y a quelque chose de très inquiétant. Il y a l'extrême droite, mais il y a aussi la droite, parce que quand une candidate comme Valérie Pécresse dit qu'elle va ressortir le Karcher, il faut se rappeler que dans les émeutes de 2005, toute cette notion de Karcher par Nicolas Sarkozy, enfin, c'est vraiment pas neutre, c'était vraiment de l'huile sur le feu à ce moment-là. Et c'est un peu une histoire qui se répète de manière un peu cynique et tragique à mon sens, quoi. Et un peu inconsciente aussi. Un peu inconsciente, exactement, ouais, tout à fait. Camille? Moi, je voulais parler aussi de tes personnages, donc les adolescents et les autres. Moi, ce que je voulais savoir, c'est qu'ils sont tous très différents dans leur comportement, mais il y a quelque chose qui les lie, en fait. Mais j'aimerais bien que tu nous parles un peu plus par rapport à ça. Ouais, alors les personnages, effectivement, moi, au moment de les composer, c'est toujours compliqué de composer un groupe de personnages, parce que là, on les suit vraiment du début à la fin. Et c'est un peu, comment dire, c'est un peu des personnages un peu, pas, je dirais pas stéréotypés, mais un peu j'avais envie que chacun ait son caractère propre. J'avais envie aussi un peu rendre hommage à des amis que j'avais au collège, et on s'est beaucoup notamment amusé avec les costumes. Et je pense que ça participe aussi de la définition des personnages très rapide comme ça dans le film. Et voilà, je ne sais pas si je réponds à la question ou pas. Si, bien sûr. Ouais. Okay. J'aurais une dernière question. C'est en fait, comment a été l'expérience avec les adolescents dans ce court-métrage? Enfin, comment ça s'est passé en fait, le casting? Alors, le casting, c'était un très long travail entrepris par ma directrice de casting, la directrice du casting du film, Marie Canté. En plus, c'était exactement au moment de la première vague du Covid, donc c'était vraiment compliqué. Donc, on a mis vraiment 6 mois à trouver tous les personnages, et c'était du casting sauvage, du coup. C'est-à-dire que vraiment, elle allait voir les gens dans la rue, et puis voilà, quoi. Et on a mis vraiment beaucoup de temps. Et ensuite, le travail, une fois qu'on a trouvé nos acteurs et nos actrices, c'était surtout un travail de répétition. On a répété peut-être 6 ou 7 fois avant de tourner le film. Et ensuite, le travail de direction, c'est surtout un travail presque de confiance, parce qu'on les a un peu pris pour leur personnalité. Donc en fait, on leur demandait pas forcément de jouer un rôle de composition. On les a pris pour leur personnalité, et quelque part, c'était juste leur apprendre un peu à prendre confiance en eux-mêmes et à être eux-mêmes dans le film, quoi. Olivier Bayou, le réalisateur, pardon, c'est la fatigue, après les 6 émissions, de ce film TNT que vous pouvez retrouver à Clermont-Ferrand. Merci beaucoup d'être venu sur notre plateau. Merci encore. Merci à vous. C'était un plaisir. L'émission continue, puisque l'émission aujourd'hui est aussi longue que les précédentes, si ce n'est même plus. Elle n'a jamais aussi mal porté son nom, et vous allez voir que la vie de la critique aujourd'hui a encore fait fort, encore frappé fort. C'est une séquence qui est préparée avec Maxime, Jordan et la complicité de Camille. Bonjour chers téléspectateurs, pour ce nouvel épisode de l'Avis de la critique, où nous accueillons Madame Forton-Breton, la réalisatrice du film L'Ami, dont nous voyons tout de suite la bande-annonce. Alors, Madame Breton, je me suis surpris à me poiler devant votre film qui se joue des codes du cinéma d'horreur et se les réapproprie pour une cause un peu plus profonde. Mon cher quart de chien, nous avons aujourd'hui face à nous une réalisatrice bien grave. Placée comme thématique principale la cause de la solidarité féminine dans un tel court-métrage, moi j'applaudis. Non, moi j'applaudis. Je dis chapeau. Félicitations. Alors, non, pas du tout. Je comprends pas trop là. Enfin, l'histoire, ça parle des adolescents où il y a un psychopathe quand même.
Qu'est-ce qu'il y a de féminin? Mais enfin, Madame Breton, pour qui vous prenez-vous? Pour qui vous nous prenez, surtout? Vous vous doutez bien qu'avec le nombre de films que j'ai vus et analysés, je ne serais pas passé à côté d'un tel détail. À mon égard, je pense que Monsieur Cardechien est le journaliste de cinéma le plus humble et intègre et juste que j'ai la chance de rencontrer dans ma longue carrière. Et Monsieur Papillote est un fin analyste. Non, moi je pense que le problème vient de vous, Madame Breton. Vous êtes complètement à côté de la plaque. Vous n'avez pas compris votre propre film. Vous arrivez avec vos gros sabots mal lacés, remettant en question 50 ans de plateau. Ben, vous avez vraiment tous les toupets. Vous êtes l'archétype de ces gens qui se servent d'une cause pour essayer de donner de leur retentissance à leur film minable. Celui-ci déambule maladroitement dans les couloirs de la bonne conscience et aspire à tomber sur un spectateur assez éméché pour lui faire avaler son poison indigeste. Madame Breton, vous êtes une alcoolique. Vous étiez saoul de l'écriture à la post-production de votre film. Moi qui pensais que c'était votre eau de Cologne, maintenant il n'en est rien, c'est l'odeur du whisky bas de gamme qui vient me fouetter le nez. L'Ami est un film réalisé par un pilier de bar. D'une ivrogne invétérée, peu scrupuleuse du temps qu'elle vous fait perdre. Et de l'éthique, madame. Et non, ce n'est pas une boisson alcoolisée que vous pouvez trouver chez votre épicier préféré qui vous sert de deuxième maison. Ah, quand j'entends cela, j'ai bien peur de découvrir la tenue de la première. Sûrement une roulotte un peu miteuse croulant sous les flasques de Jack Honey. Vous avez fait honte à cette émission, mais c'est sur cette chronique juste et détonnante que nous vous souhaitons un bon appétit. Et bon apéro, madame. C'est déjà la 4e interview en direct sur le plateau d'Instant Court ce soir. Et quoi de mieux pour terminer que d'avoir le plaisir d'accueillir toutes ces personnes qui font vivre le lieu où on s'est trouvé toute la semaine, le Petit Vélo. Et on va en parler davantage avec sur ce plateau Ludovic Laporte. Bonsoir Ludovic, le régisseur d'accompagnement de ce lieu. Bonsoir, enchanté. Je suis également en compagnie donc de Flore Basquiès, qui est donc la responsable du service musique de la ville de Clermont-Ferrand. Merci d'être avec nous. Bonjour. Et puis enfin Sabine Tullier, qui est donc la co-directrice artistique de Pixel 13, et vous allez nous expliquer dans quelques instants quel est votre rôle ici dans ce Petit Vélo. Alors justement, est-ce qu'on peut commencer par quelques mots sur le lieu, son histoire, ce à quoi il sert, quelle est sa place particulière et singulière dans la ville de Clermont-Ferrand? Alors déjà, c'est l'ancien Petit Vélo, puisque le lieu va changer de nom bientôt, puisqu'il change de fonction. Alors c'est un ancien théâtre qui a ensuite été transformé dans les années 60 en cinéma, et qui, depuis le début des années 90, a été retransformé pour une salle en théâtre et la salle où on se trouve en salle de concert. Et depuis le début de l'année 2021, la ville a repris ce lieu-là en régie directe. Moi, je suis arrivé en tant que régisseur d'accueil et d'accompagnement au mois de septembre. Et en fait, ce lieu-là accueille des expérimentations pendant 1 an et demi, et accompagné par un collectif d'architectes, les Andins, et Pixel 13 donc. Et le but, en fait, c'est de recevoir différents types de projets qui sont aidés, financés, pour tester le lieu par l'usage et pour savoir ensuite qu'est-ce qu'on va faire du lieu, à la fois architecturalement et à la fois en termes de fonctionnement. Justement, si on pousse la logique, et en partie vous avez commencé de répondre, Ludovic, si on pousse la logique et qu'on va plus loin, à terme, quelle est l'idée et surtout pourquoi ce lieu qui s'appelait, qui a longtemps été le Petit Vélo, on pouvait même venir voir des séances de court-métrage, pourquoi il a vocation à changer de fonction et pourquoi avoir entamé ce processus d'expérimentation entre ces murs? Alors, c'est inspiré de toute une mouvance aujourd'hui d'urbanisme transitoire qui s'inscrit dans ce qu'on appelle la programmation ouverte. C'est-à-dire qu'au lieu de décider que de toute façon, il faut faire des travaux, on le sait, parce qu'il y a des problèmes d'accessibilité, il y a des problèmes de réouverture d'espaces qui ont été murés pendant 30 ans, au lieu de décider qu'on fait les travaux et ensuite on va voir ce qu'on met dedans et qui s'en occupe, on va plutôt confier ça à la population locale et leur demander ce dont ils ont besoin, se faire aider de professionnels pour savoir ce qui manque sur le territoire et éviter de venir coller un nouvel équipement qui viendra faire concurrence à ce qui existe déjà. Donc, on apprend déjà à vivre dedans, à partager les espaces, on voit ce qui manque, on voit là où c'est utile.
Et cette programmation ouverte, ce chantier ouvert, va petit à petit, normalement, aboutir à un projet qui sera concerté et qui sera certainement plus utile et déjà opérationnel le jour où les travaux seront finis. Alors justement, vous parliez d'espaces murés. Il y a quand même des anecdotes incroyables dans ce lieu. Paraît-il que vous avez redécouvert ces espaces en fouillant il n'y a pas si longtemps. Peut-être une petite anecdote. Oui, effectivement. Alors, ce lieu-là est très biscornu. Les Clermontois connaissent le Poco Loco, donc l'ancien Poco Loco, la salle de concert, le Petit Vélo, l'ancienne scène de théâtre. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que les anciennes salles de cinéma au rez-de-chaussée ont été murées au début des années 90. Et on a démuré en début d'année une partie de ces espaces-là. Donc ça va faire partie des espaces qui vont être testés, expérimentés. Il y a 520 mètres carrés de lieux désaffectés au rez-de-chaussée qui n'ont pas été utilisés depuis 25 ans. Alors justement, dans tout ce projet, Sabine, vous avez un rôle particulier dont vous allez nous parler, parce que vous faites partie pleinement de l'expérimentation. Quel est votre regard sur ce projet? Quelle est votre mission, justement? Alors, je suis pas toute seule, hein. On est nombreux sur le projet. Donc, on est 2 collectifs, les Andins et donc Pixel 13, à avoir répondu à l'appel d'offres lancé par la ville. Et donc, nous, notre mission, c'est vraiment d'accompagner la réflexion sur la transformation de ce lieu et essayer de se poser la question de manière collective, qu'est-ce que c'est un lieu de culture au pluriel aujourd'hui, dans un quartier fortement ancré d'éducation populaire, et comment on fait... en expérimentant, en rencontrant les différents acteurs du quartier, les différents acteurs culturels, comment on essaye d'imaginer un petit peu qu'est-ce que peut se devenir ce lieu, à la fois dans une échelle de proximité, puisque c'est un lieu qui pour l'instant est complètement fermé sur le quartier, mais qui a des ouvertures potentielles avec des portes qui ont été murées, qui vont être réouvertes, donc qui donnent une vraie ouverture sur ce quartier qui est quand même assez particulier, et de se demander aussi dans quelle organisation, gouvernance ce lieu peut exister. C'est-à-dire essayer de projeter qu'est-ce que c'est qu'un équipement culturel en 2022 qui peut avoir un fonctionnement différent et qui peut avoir aussi des pratiques différentes. Et c'est par l'expérimentation et la rencontre qu'on va essayer d'imaginer tout ça. Donc nous, on a vraiment un rôle d'accompagnateur, d'entremetteur, on va dire, pour essayer facilitateur, pour essayer d'imaginer ce que ce lieu peut devenir. Est-ce que vous pouvez nous citer, parce qu'en ce moment il y a plein de projets qui se passent ici, est-ce que vous pouvez nous citer quelques projets qui ont eu lieu ces derniers mois, ces dernières semaines? Alors, la semaine dernière, on avait la compagnie La Traversène qui était là sur un projet qui s'appelle La Marge Heureuse. C'est un projet qui rediscute et qui réinterroge le spectacle vivant à l'aune des problématiques actuelles et notamment la crise sanitaire, sur une nouvelle façon de faire spectacle avec le public en tenant compte des difficultés, des micro-jauges, des utilisations de nouvelles technologies ou de technologies anciennes, permettant au spectacle d'être sur des règles de Covid. Donc ils sont restés une semaine la semaine dernière ici, vous les avez rencontrés. Effectivement. Et vous avez testé aussi l'occupation de l'espace avec eux. Et ça a permis, ça a permis aussi d'expérimenter beaucoup de choses et de tester déjà des premières choses. Ensuite, il y a plusieurs autres compagnies qui arrivent. Il y a l'Ex Centrale qui arrive la semaine prochaine, qui vont faire beaucoup de collectes aussi dans le quartier et travailler avec beaucoup de structures du quartier. Et ça va s'enchaîner comme ça tout au long de l'année. En tout cas, un grand merci de nous avoir accueillis, parce que ce fut un vrai plaisir pour l'équipe de SPEC, déjà en termes de confort de travail, parce qu'on avait de la place. En plus, ensuite, avec toutes les personnes qu'on a pu croiser et avec lesquelles on a pu discuter, parce qu'effectivement, le premier jour, on est tombé sur cette compagnie de théâtre, donc ça a créé des circonstances un peu particulières, c'était amusant. Merci d'être venu sur notre plateau. En fait, on a hâte de voir ce que ça va donner dans les prochains mois et peut-être revenir quand ça sera achevé, qu'on sera allé au bout de l'idée. Avec plaisir. En tout cas, merci beaucoup. À vous. Merci à vous. Et bonne chance pour la suite de tout ça. Je vais retrouver Anouk maintenant sur l'espace salon avec la chronique Labo. Aujourd'hui, tu es venu nous parler d'un cours qui s'appelle Story for the Modelins, une histoire pour les modelins en français. C'est quoi? Alors, c'est un documentaire qui est sorti en 2012
Et le but du réalisateur est de retracer la vie de la famille des Maudlins. Et en fait, il base ce reportage en fait en partant du film Rosemary's Baby, qui est un film de Polanski. Et en fait, le père de la famille est un figurant de ce film-là. Et du coup, il part de ce personnage, de ce figurant, pour retracer sa vie ainsi que celle de sa famille, qui part s'isoler ensuite dans un pays lointain et s'enferme dans leur appartement pendant 30 ans. Eh ben, regardons un court-métrage, enfin en tout cas un court extrait, pardon, un court-métrage. On en regarde suffisamment. La bande-annonce de ce court-métrage. What have you done to it? What have you done to its eyes? One of the guests at this celebration is Elmer Maudlin. For years, Elmer has been trying his luck as an actor in Hollywood, but he's only given parts as an extra. In Rosemary's Baby, his name doesn't even appear in the credits. One day, 40 years later, hundreds of photographs, letters, and other objects that belonged to Elmer Maudlin and his family turned up next to a garbage container outside number 3, Calle Pez, in downtown Madrid. That same evening, walking down that same street, I found the story of the Maudlins lying on the sidewalk like a jigsaw puzzle. C'est perché quand même. Hein. Et en plus, il y a une démarche vraiment singulière du réalisateur ici, puisqu'il retrace en fait la vie d'une famille anonyme. Oui, et en fait, c'est un défi d'arriver à captiver en retraçant en général les biographies, c'est des personnes connues, et là vraiment, il base sa biographie sur l'histoire d'un figurant et de sa famille. Mais il y arrive bien justement parce que c'est particulier, parce qu'en fait, il fait des va-et-vient entre des extraits du film dans lequel il est apparu, qui est en fait un film d'horreur fantastique, et donc des images, des photographies. En fait, il s'appuie que sur des photographies qu'il a retrouvées de la famille Maudlins. Et du coup, les deux combinés donnent en fait de l'entrain, ça donne un côté fictionnel à la biographie, et ça parvient à rendre cette famille anonyme captivante. Et du coup, il arrive à réaliser ce défi-là, et en plus, il raconte justement que le figurant, le père de famille, son rêve était de devenir connu, de devenir acteur, et quelque part, à défaut d'être devenu un acteur d'un film, il est devenu le héros principal de ce documentaire. Donc, c'est expérimental, mais ça l'est complètement. C'est réussi. Merci Anouk de nous en avoir parlé. C'était notre dernière chronique court-métrage sur le plateau d'Instant Court pour cette édition 2022. Mais avant de conclure cette émission, de conclure cette semaine, c'est le billet d'humeur, court-circuit maintenant. Je vais essayer de ne pas bégayer, en tout cas dans cette séquence, ne pas bégayer comme Christiane Taubira hier lors de sa présentation à la Fondation Abbé Pierre, qui a bugué pendant près de 30 secondes alors qu'on lui posait une question pourtant facile sur les minima sociaux. Bref, ça commence à se voir, ils ne sont pas préparés, ils sont tous nuls. Cette élection présidentielle, ça risque d'être compliqué. Mais la vraie actualité du jour, c'est le retour en prison des Balkany. Tout le monde ne parle que de ça. Les voici à nouveau à chouiner sur tous les plateaux TV, eux qui militent dans un parti qui prône pourtant l'extrême fermeté pour les délinquants et qui se retrouvent à invoquer la fatigue, le grand âge et pourquoi pas l'arthrose, tiens. Ou la prostate, la goutte, une infection urinaire, une diarrhée foudroyante ou même une gaufre bleue, tiens, pour Isabelle, le temps qu'on y est. Ah ça, pas un pour sauver l'autre. Maire de Levallois-Perret pendant 31 ans, député de la 5e circonscription des Hauts-de-Seine entre 88 et 2017, ainsi que conseiller général des Hauts-de-Seine. Impliqué dans plusieurs affaires politico-financières, Patrick Balkany a été condamné en 1997 à 2 ans d'inéligibilité pour prise illégale d'intérêt. D'ailleurs, à partir de 2013, il est poursuivi avec son épouse et première adjointe Isabelle pour une affaire de déclaration mensongère et de patrimoine et de blanchiment de fraude fiscale. En 2019, il est condamné à 3 ans de prison ferme pour fraude fiscale. Il est emprisonné à la prison de la Santé, paradoxalement. Et puis, il est libéré 5 mois plus tard pour raison de santé. Le jugement, lui, il a bien été confirmé en appel en 2020. Il a aussi été condamné à 10 ans d'inéligibilité et démis de son mandat de maire. On en sait déjà de trop. Regarde-moi le mignon, avec sa face d'alcoolique et sa viande grise. Avec du mou partout, du mou.
Mais tu vas pas changer de gueule, toi, un jour? Et l'autre, là, la rombière, la gueule en gélatine et Saint-Doux, 3 mentons, les nichons qui déballent sur la brioche, 50 ans chacun, 100 ans pour le lot, 100 ans de conneries. Mais qu'est-ce qu'ils sont venus foutre sur Terre? Nom de Dieu. N'ont pas honte d'exister. Enfin, je redescends, je m'apaise. Je repense à Thérèse. Elle qui, ce matin, m'a gentiment préparé un sandwich thon mayonnaise. Alors, je ne sais pas si le pain venait de Croustipain, mais je garde le goût de la mer dans la bouche, le même qui reste après une pratique obscène et bâclée, exécutée par politesse, mais rien à voir avec Thérèse, je vous rassure. Cette brave festivalière avec qui j'ai sympathisé m'a raconté son histoire, avec à la clé un projet de court-métrage. Tout commence à l'aube d'une belle matinée à Clermont-Ferrand. Thérèse fait la vaisselle, tandis que Bernard sirote un pastis double dose en regardant Les Amours sur France 2. Soudain, on frappe à la porte. Thérèse va ouvrir. C'est Marlène Schiappa. Super. Elle propose des pitiviers jambon fromage et des œufs moelleux sauce meurette. Thérèse recule. Elle trébuche. Elle chute et s'ouvre le crâne. Bernard réagit. Il boit cul sec son pastis et attrape une bouteille. Trop tard. Marlène Schiappa a déjà filé. Presque aussi vite que Xavier Bertrand dans cette élection présidentielle. Il glisse dans une mare de sang et s'étale comme un pachyderme avant que sa tête ne heurte un nain de jardin, à la beauté vraiment relative, sans doute designée par un aveugle atteint de Parkinson. Je compatis. L'histoire de Thérèse me touche et je propose à l'équipe de Spectre de la réaliser. Romain, notre réalisateur, est partant. Il est prêt à s'impliquer dans le projet. Émeric, le régisseur, est tout aussi enthousiaste. Tant mieux. Pour ma part, j'ai déjà mon casting en tête. Manuel Valls jouerait le rôle de Marlène Schiappa, puisqu'après tout, il est prêt à travailler avec tout le monde, pourquoi pas nous. Gilbert Collard se glisserait dans la peau de Bernard, un rôle qui lui convient à merveille, et Ségolène Royal dans celle de Thérèse, puisqu'elle aussi, visiblement, cherche un poste. Puis ce serait le personnage principal, c'est pas dégueu. Le nain de jardin serait interprété, lui, par Éric Zemmour, et la bouteille de pastis directement par Jean Lassalle. Tout un projet. Mais il me faut très vite, toutefois, me concentrer sur l'essentiel. Et en me promenant à la Comédie ce midi, j'ai croisé pas mal de têtes de vainqueurs, des gens laids, disgracieux, les cheveux gras, parfois avec des couleurs capables de provoquer un stress post-traumatique, des vêtements hideux volés dans une boutique de fripe au goût très discutable, même des pulls de Noël en plein mois de février. Mais tout ça n'a pas empêché que je regarde cette scène avec la même bienveillance qu'Emmanuel Macron avec les entreprises du CAC 40 et la même mansuétude que la plupart des candidats à la prochaine présidentielle avec les syndicats factieux de la police nationale. Bref, je regarde la scène avec le regard d'un mouton de Panurge. Mais voilà, je veux me reprendre, je veux changer. Je regarde Camille, encore masquée, encore marquée aussi par le tournage éprouvant d'un micro-trottoir totalement indigne où je prends plaisir à maltraiter des personnes âgées sans défense, leur faisant dire des choses ignobles, et je me dis qu'il faut que je change. Oui, je ne peux plus accepter autant de mauvaises blagues. Qui suis-je pour critiquer les oreilles d'éléphant d'Éric Zemmour, la gueule de pitbull de Gilbert Collard ou même le style vestimentaire ringard de François Asselineau? Non, cela suffit. Alors je regarde la caméra et je me repens. C'en est fini. Je ne manquerai plus de respect à quiconque. Je présente mes plus plates excuses. Vous avez ma parole. Bref, l'émission touche à sa fin, mais il me faut remercier un certain nombre de personnes, puisqu'Instant Court, sans une équipe au complet, eh bien, ça ne serait pas grand-chose, ou en tout cas c'est peu dire. Alors, voici place aux remerciements. Déjà remercier tous nos partenaires, le Crous, bien sûr, le Crous de Lyon, la région Auvergne-Rhône-Alpes, l'université Jean Monnet de Saint-Étienne, la ville de Clermont-Ferrand et tous ces responsables qu'on a vu défiler en plateau tout à l'heure, l'association Sauf qui peut, le court-métrage, à Laura Thomasé du festival, si je devais les citer, à Fleur et Ludovic du Petit Vélo, aux équipes de Phénomène Production, puisqu'on a Romain à la réalisation, Elisa et Camille, aux équipes à la com de Phénomène, Jessica, Lucille, Laura, Yannick, Robin, Carla, Hugo, mais aussi à Émeric, à la régie de l'événement, à tous nos chroniqueurs de la Cinéfabrique, tous ces braves gens maintenant, tous, autant que vous êtes, vous allez venir sur le plateau. Romain, débrouille-toi pour faire un plan large, puisque c'est du direct. Allez, tout le monde me rejoint ici, parce qu'il faut qu'on voit le nombre de personnes impliquées, et encore, on en a perdu en cours de route, c'est un peu Koh-Lanta, c'est en cours. Même Romain, je veux te voir en plateau. Tout le monde va venir. Donc un grand merci à la Cinéfabrique, donc on peut les citer, Camille, Maxime, Enzo, Mouad, Bogoré, Jordan et les autres qu'on salue s'ils nous regardent, je ne sais pas où ils sont. Un grand merci à Eladj et à Elisa d'avoir
participé à organiser avec la classe, on peut le dire, hein, la COP, la classe d'orientation et de préparation de la Cinéfabrique. C'est toujours un plaisir de travailler avec vous, ça fait déjà 2 ans. Merci à Daniela et Anouk des équipes de Spectre. Merci aux LIF aussi et à leurs invités, les organisateurs du festival du film Jeunes de Lyon, avec qui on prend plaisir de plus en plus souvent à se bourrer la gueule. Merci à Kinox. Merci à tous en tout cas d'être venus sur le plateau. Je pense que vous pouvez vous applaudir quand même parce que ça fait vraiment plaisir. Les applaudissements inclusifs d'Eladj. Bref, Instant Court, c'est déjà fini. Instant Court qui est devenu une émission particulièrement longue. On réfléchira à changer le nom l'année prochaine, mais nous ne sommes pas prétentieux, donc nous ne prétendons pas avoir la plus longue. Un Instant Court qui va sans doute revenir en 2023, comme Instant Court était resté en 2021 d'ailleurs, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Je tiens à dire aussi que Spectre va continuer d'exister pendant cette année. On se retrouvera notamment cet été pour Jazz Club depuis Jazz à Vienne et tout un tas d'autres grands événements, grands festivals que nous suivons toute l'année sur le média. Bref, un grand merci à tous. Merci de nous avoir écoutés. Merci de nous avoir likés. Merci de nous avoir partagés. Merci aussi à ma grand-mère qui me regarde chaque soir. Je t'aime, mamie. Bref. Passez tous une excellente soirée. Profitez bien de ce festival international du court-métrage de Clermont-Ferrand. On se retrouve l'année prochaine. Au revoir. Au revoir.